Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 18 août 2019. Ce journal sera essentiellement consacré à un retour sur les différents faits de l'actualité qui ont marqué cette semaine qui s'achève. Parmi ces faits, il y a la rencontre d'échange initiée vendredi dernier par le président de la Commission électorale nationale indépendante permanente, Maître Issa Kassouna, avec les représentants des différentes formations politiques de la place pour leur tenir informés de l'avancement du processus électoral en vue des élections générales de 2020-2021 au Niger. Je propose à cet effet de suivre le résumé de cette rencontre avec nos reporters Sadou Doumi et Nasser Dantofo. À cette rencontre, il s'agit pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, en présence des différents représentants des partis politiques, de faire un exposé détaillé sur tous les sujets qui ont trait à la bonne organisation du processus électoral au compte des différentes élections que le Niger compte organiser courant l'année 2021. Premièrement, 16 août 2019, formation du personnel, c'est-à-dire ce jour même. Formation du personnel d'appui à l'enrôlement biométrique. Cet événement a déjà commencé, il est en cours dans les différents sites retenus. 24 août 2019, début du polisage de la zone 1. Polisage voulant dire mise en forme et préparation des colis pour leur acheminement vers l'intérieur du pays, dans toutes les destinations prévues. 1er septembre 2019, installation des commissions administratives. 20 septembre 2019, déploiement du personnel et du matériel d'enrôlement biométrique. 1er octobre 2019, lancement des opérations d'enrôlement des électeurs. 10 août 2020, remise du fichier électoral biométrique au ministre en charge des questions électorales. 20 août 2020, impression, conditionnement et polisage et distribution des cartes d'électeurs biométriques. 1er novembre 2020, élections régionales et municipales. 27 décembre 2020, élections législatives et présidentielles premier tour. 20 février 2021, deuxième tour de l'élection présidentielle. Les difficultés rencontrées et les recadrages effectués n'auront pour l'instant aucune incidence sur le cycle électoral tel que prévu. Dans tous les cas, je le précise, tout sera mis en œuvre pour rester dans les délais constitutionnels et légaux. La composition, attribution et autres doléances de la CENI ont également été à l'ordre du jour. Au titre des perspectives, comme on le voit, le cycle électoral poursuit son chemin, nonobstant quelques difficultés d'ordre financier, organisationnel et logistique. Le dialogue politique en vue de la participation de l'ensemble de la classe politique aux élections demeure inachevé et une partie de la classe politique n'a pas encore rejoint sa place au sein de l'organisme de gestion des élections, l'organe de gestion des élections, je veux dire. Le parachèvement du fichier électoral biométrique demeure un défi national en raison du statut d'outil nouveau dans un environnement insuffisamment préparé. C'est pourquoi la CENI renouvelle. La CENI continue son installation, mais elle a besoin de parfaire les compétences de ses cadres. Le budget n'est pas totalement couvert par des fonds disponibles. En dépit de tout, la CENI a saisi l'occasion pour assurer les partis politiques, les organisations de la société civile, les amis et partenaires du Niger à sa détermination à conduire les processus électoraux dans la transparence et en toute honnêteté. Voilà, le président de la Commission électorale nationale indépendante a donc, à l'occasion de cette rencontre, comme vous l'avez suivi avec les représentants des partis politiques, annoncé le nouveau chronogramme de ces élections générales de 2020-2021 dans notre pays. Les élections locales sont prévues à la fin de l'année 2020 et le gouvernement, vous le savez peut-être aussi, lors du dernier conseil des ministres, a décidé de proroger de 6 mois à nouveau le mandat des conseils municipaux et régionaux. Cela donc conformément aux dispositions du Code des collectivités et selon toujours ces dispositions, c'est le dernier prolongement possible de 6 mois de ces mandats des conseils communaux et départementaux et aussi que les conseils régionaux.
C'est le dernier donc prolongement possible. Qu'est-ce qui va advenir donc à partir du mois de février prochain, le dernier délai donc pour ces prolongations? Cela a fait réagir le président dans la semaine donc sur les ondes de la télévision Labari, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, nous Mamadou Arzika, que je propose de suivre. La décentralisation est torpillée. Dès l'instant où on refuse d'organiser délibérément des élections, comme il est convenu de le faire, comme on est obligé de le faire, les gens trouvent une formule pour tromper et torturer le texte. On modifie le code des collectivités et on dit que c'est à partir de la modification là, donc on est fondé désormais à renouveler les mandats, repousser les élections et renouveler les mandats de certains conseils qui ne sont plus légitimes parce que leur mandat est terminé, ou alors on débarque ces maires-là dans les conditions que tout le monde connaît, parce que vous avez tous entendu, et à chaque fois on dit les maires ont fait ceci, cela, et on les débarque parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Dès lors qu'on a un problème avec un maire ou sa structure politique, alors on organise une formule pour trouver des arguties, pour justifier son remplacement. Alors que si c'est au nom de la mauvaise gouvernance ou de la mauvaise gestion ou des détournements qui se font dans les mairies, mais est-ce qu'il n'y a qu'au niveau des mairies qu'on fait le détournement? Il n'y a pas de détournement dans les ministères? On voit des ministres devenir des milliardaires en l'espace de 2 ans, 3 ans. Ils sont multimilliardaires. Il n'y a pas lieu à faire des inspections là-bas pour prendre des mesures contre ces ministres délinquants? Mais vous avez vu, donc comme au Niger, c'est le règne de l'impunité, le règne de la rupture d'égalité évidente. Contrairement à tout ce qui se raconte, quand on dit qu'on veut, et on a un axe de gouvernance qui vise comment on appelle ça, à bâtir les institutions fortes. Mais c'est quoi les institutions fortes? C'est ça les institutions fortes. Lorsqu'on refuse même d'organiser des élections qui constituent les fondements de la légitimité des institutions, on refuse d'organiser des élections pour des considérations tout le monde est évidente que tout le monde désormais comprend. Maintenant, on va voir. Après cette prolongation-là, qu'est-ce qui va se passer? Là aussi, ils vont tenter parce qu'on a dit que c'est au nom du fichier. Le fichier n'étant plus disponible, il ne pourra pas être disponible avant, et on a dit, les premières moutures, on l'espère, vers juillet 2020. Ça encore, c'est juste une espérance, ça peut aller au-delà. Ça veut dire que jusqu'à cette période de juillet 2020, on ne pourra pas organiser des élections. Alors si on ne peut pas organiser les élections et que la possibilité légale et entre griffes de prolonger les mandats de ces conseils ou de ces délégations qu'on met en place et vient à terme au mois de février, à la tenue prochaine des élections, on va faire quoi? Ils vont tenter de dire on va réviser encore le code des collectivités pour décider encore de prolonger, de se donner une base soi-disant légale de prolongation de comment on appelle ça. Ça veut dire que là, c'est violer les règles du jeu en cours du jeu. Voilà, nous, Mamadou Arzika, le président du mouvement pour la promotion d'une citoyenneté responsable, réagissant à la dernière décision prise en Conseil des ministres de proroger de nouveau de 6 mois les mandats des conseils municipaux, régionaux et départementaux. Au cours toujours de cette semaine, vendredi précisément encore, le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, M. Gusman Abdraman, a animé un point de presse pour faire la situation des différentes enquêtes que mène son institution depuis 2017, qu'il est donc à la tête de cette structure. Je propose de suivre le résumé de cette sortie médiatique du président de la Halcia. C'était avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Momouni. Éradiquer la corruption, c'est assurer l'avenir. C'est dans cette optique qu'a vu le jour la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Halcia, qui, à travers cette sortie médiatique, dresse les progrès enregistrés. Sur un total de 18 sociétés ou entreprises ayant fait l'objet de ce contrôle, il a été découvert que plusieurs opérateurs restent redevables de sommes importantes au titre notamment de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le bénéfice ou de l'impôt sur les traitements et salaires. Sur ce point, il a été mis en évidence près de 4 milliards de droits non versés à l'administration des impôts. En ce qui concerne les fraudes douanières,
Elle concerne principalement les constatations effectuées sur la commercialisation et le transit des hydrocarbures et sur les dédouanements des véhicules. Au total, sur cette rubrique, c'est près de 11 milliards de francs CFA de pertes que l'État a subies. En dehors de ces secteurs, la Halcia a investigué également. Sur le transit des hydrocarbures, il faut souligner qu'à la suite des travaux de la SORAS intervenus en mars et avril 2018, le ministère du Commerce a délivré 30 licences de transit à certains opérateurs économiques en vue d'approvisionner leurs clients habituels du Burkina et du Mali. Nos investigations sur ce point révèlent que 78 camions ne seraient pas parvenus à Kantiari. 20 citernes ont déclaré des quantités inférieures à celles déclarées au bureau de douane de Konni. 12 camions ont déclaré du gasoil en lieu et place de l'essence. Le total des droits éludés s'élève à près de 350 millions de francs CFA. En ce qui concerne les constatations opérées au niveau des dédouanements des véhicules, celles-ci ont débuté en fin 2018 et ont concerné 55 213 dossiers de dédouanement des véhicules. Pour l'heure, nos services ont mis à jour 235 faux dédouanements pour un manque à gagner pour l'État de près de 500 millions. 53 dossiers ont été régularisés et un montant de près de 110 millions a été recouvré. La Halcia s'attache à garder cette dynamique en renforçant ses actions sur le contrôle des opérations des recettes et des dépenses de l'État et sur certaines opérations potentiellement corruptives comme les exonérations fiscales et douanières. La Halcia dit mener ses investigations en toute indépendance et en toute impartialité, conformément aux prérogatives qui lui sont dévolues par la loi. Cette semaine qui s'achève aura aussi été marquée sur le plan politique par la sortie médiatique du président du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern F. Aloumana Africa, M. Oumar Noma. C'était hier seulement samedi. Une sortie médiatique pour expliquer davantage la légalité de la tenue du congrès du parti, tenu donc en début de ce mois à Dosso, et à l'issue duquel il a été élu donc président de cette formation politique. Je propose de suivre un extrait de sa sortie médiatique. De tenir un congrès à Niamey. Conformément aux articles 59 des statuts, 107 et 108 du règlement intérieur, la seule convocation valable est celle signée par le président par lettre numéro 120 du 4 juillet 2019 pour les 3 et 4 août à Dosso. En conclusion, ne pas tenir le congrès à Dosso, où il a été régulièrement convoqué dans les délais, ou le tenir dans un autre lieu, où il n'a jamais été convoqué, c'est un acte de haute trahison à l'égard du parti et de ses militants. C'est pourquoi, contre vents et marées, nous avons tenu à notre engagement de sauver le parti d'une possible suspension ou dissolution. C'est le lieu pour nous de saluer la mobilisation exceptionnelle des militantes, sympathisantes et sympathisants à Dosso les 3 et 4 août 2018. La suite de ce journal avec toujours les faits qui ont marqué l'actualité de cette semaine qui s'achève. Parmi ces faits, il y a la proclamation des résultats provisoires des élections professionnelles qui se sont tenues le 31 juillet prochain. Les résultats donc ont été, les résultats provisoires ont été proclamés hier samedi par le président de la Commission nationale des élections professionnelles que je propose de suivre. Premièrement, il y a la CDTN qui a 14 073 voix avec 30,95%. Deuxièmement, la CNT avec 13 077 voix et pourcentage 28,76%. Troisièmement, l'USTN avec 5 343 et donc au finish 11,75%. Et 4, CGSL 3 853 voix avec 8,46%. Ensuite, USPT, 2912 avec 6,4%. Ensuite,
l'UGTL 1126 avec 2,47%. Ensuite, UDTN 987 avec 2,17%. Ensuite, la CGT 801 suffrages avec 1,76%. Ensuite, l'UNSAN avec 527 suffrages exprimés, n'est-ce pas, et 1,15%. Ensuite, la CSTN avec 298 suffrages exprimés valables et 0,65%. Ensuite, le SLAN avec 279 voix et 0,61%. Et l'USLT avec 276 et 0,59%. Du sport à présent, la Fédération nigérienne de taekwondo sera en assemblée générale élective le 15 septembre prochain, ici même à Niamey. À cet effet, les responsables du bureau exécutif de la Fédération ont animé cet après-midi un point de presse pour faire le bilan du mandat du bureau qui s'achève et évoquer donc les préparatifs de cette assemblée générale élective. Le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Ibrahim Abdou Tikiri. À travers ce point de presse, le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de taekwondo a brossé d'une part le bilan de son mandat qui s'achève et d'autre part faire une mise au point sur le processus de renouvellement de l'instance dirigeante de l'association. D'entrée de jeu, le vice-président Slaman Gamache a énuméré les nombreux succès engrangés par le taekwondo nigérien sous l'ère du président Soumana Sanda. Il faut aussi dire que de par tout ce qu'il y a eu sur ces 4 années, notre taekwondo a évolué. Notre taekwondo, cette évolution lui a permis de prendre ce qu'on appelle la première place. En Afrique, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Niger est classé à la meilleure place. Et dans le monde, nous sommes parmi les meilleurs. Je pense que c'est du travail qui a été abattu et que ce travail, il est vraiment, on doit le reconnaître. Quel que soit ce qu'on reproche à une antilope, on doit lui reconnaître qu'elle gambade bien. Et ça, c'est sous l'égide de Maître Soumana Sanda. Et un travail ne peut être fait quand on n'a pas un bon timonier. Et la Fédération Jeune Taekwondo a la chance d'avoir un bon timonier en la personne du président Soumana Sanda. Et l'homme n'est pas parfait, mais l'homme fait du bien au taekwondo. Et ces collaborateurs que nous sommes ici, nous le reconnaissons et nous le suivons la tête baissée. Parce que nous savons qu'il va nous amener à bon port. Et il nous amène à bon port. Parce qu'aujourd'hui, le taekwondo se porte très bien. Je ne vais pas oublier que notre taekwondo a eu aussi des acquis. Abordant la question sur l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne de taekwondo prévue le 15 septembre prochain, le président Slaman Gamache a fait la mise au point suivante. Au bout de ce mandat, qui est couronné de succès irréfutable, notre président, Maître Soumana Sanda, vraiment, il voulait lâcher le bâton de commandement. Parce qu'il voulait laisser. Parce qu'il pense avoir accompli ce pourquoi il est venu. Ces collaborateurs que nous sommes, nous avons refusé. Pourquoi? Parce que le taekwondo a besoin de cohésion. Le taekwondo a besoin de cohérence. Le taekwondo n'a pas fini de se développer. Et pour nous, les collaborateurs qui le connaissent, le président Soumana n'a pas encore fini de donner au taekwondo. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse quitter comme ça, avec un travail inachevé. Nous pensons qu'il faudrait qu'il reste et nous allons continuer à le soutenir pour que ce travail puisse, sinon s'achever, au moins être parfait, qu'on le parfasse. Donc, sur ce, nous avons de façon sérieuse, intimée, parce que c'est vraiment le mot intimé, au président Soumana de rester et de continuer à conduire le bateau taekwondo à bon port. Connue pour sa discipline, la famille du taekwondo nigérien doit mettre en avant le respect de certaines valeurs liées à la discipline afin que le processus de renouvellement du bureau se fasse de manière démocratique et transparente.
Pour refermer cette édition, nous allons parler de culture. C'est pas trop loin du sport en effet, avec la célébration demain ici au Niger pour la première fois de la Journée mondiale de la photographie. Elle est célébrée en effet depuis 81 ans, mais c'est seulement cette année que des jeunes photographes nigériens ont décidé de la marquer à travers une exposition photo qu'ils comptent organiser demain au niveau de la Blue Zone. Monsieur Dourfaï Kaleni est un des organisateurs de cette journée. Le 19 août, c'est Journée mondiale de la photographie qui est célébrée un peu partout dans le monde, parce que partout dans le monde, on utilise des images, il y a des photographes un peu partout dans le monde. Et en Afrique aussi, c'est célébré. Le thème qui a été choisi cette année, c'est droits et devoirs des enfants. Et le Niger va organiser la première édition demain à la Blue Zone. Nous allons célébrer avec tous les photographes du Niger la Journée mondiale de la photographie. Nous aurons des expositions, des œuvres sur le thème droits et devoirs des enfants de plusieurs photographes, à savoir Tagaza Jibo, Souley Abdoulaye, Zulkalen Dourfaï, Salma et Soufiane, et beaucoup de photographes vont exposer sur ce thème droits et devoirs des enfants. Et il y a beaucoup d'œuvres parce que le thème c'est le même thème, mais chaque photographe a son angle sur lequel il va traiter le thème. Donc c'est pour ça que j'inviterai la population à se déplacer pour venir voir vraiment ce que font les photographes du Niger. Et nous aurons aussi des séances de shooting photo qui sera fait à la population, à tous ceux qui feront le déplacement. Et les photos, les shootings, les images seront faites gratuitement à la population. Mon appel serait: venez massivement, venez fêter avec nous la journée de la photographie. Car la photographie, vous savez, les images, c'est tout le monde qui en utilise. On dit c'est l'art d'écrire avec la lumière, et vraiment, et aussi un témoignage pour certains et l'histoire pour d'autres. Parce que quand vous prenez une image aujourd'hui, demain ça devient une histoire. Donc nous invitons la population à venir se faire des portraits, à regarder les œuvres et les documents aussi qui seront exposés. Parce qu'il y aura aussi des documents qui seront exposés. Et les matériels, c'est les curieux, les passionnés de la photographie. Venez voir avec quel appareil, à quoi servent les appareils, les trépieds, les lumières des studios. Donc nous invitons la population à venir massivement fêter avec nous. Voilà, c'est donc sur cet appel de ce jeune photographe membre du comité d'organisation de la célébration de la première édition de la Journée mondiale de la photographie ici au Niger, qui va se tenir donc demain au niveau de la Blue Zone, que s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.